Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui encore une journaliste. Certes, elle n'est pas sénégalaise, mais elle est spécialiste de la géopolitique africaine, en particulier celle sénégalaise. Elle, cette journaliste qui s'est intéressée à l'actualité sénégalaise depuis 2021, lors des manifestations qui ont suivi l'arrestation de l'opposant d'alors Ousmane Sonko. Elle s'appelle Francine de Broca, elle est de nationalité canadienne, elle est du Québec. Avec elle, donc, on va s'entretenir pendant 30 minutes pour essayer de décortiquer aujourd'hui cette question qui est l'immigration clandestine, mais également des questions politiques qui touchent le Sénégal et également un peu partout en Afrique. Madame Francine de Broca, c'est toujours aujourd'hui, c'est Toulkanda qui est à l'honneur. Bonjour. Merci. Salam alaikum, Ibrahima. Merci de me recevoir sur votre émission. Merci à CNews et merci aux spectateurs qui nous regardent et spectatrices de nous recevoir chez vous. C'est un cadeau d'échanger aujourd'hui avec elle sur ces questions-là qui touchent l'Afrique, mais qui touchent en particulier le Sénégal. On est dans l'actualité. L'immigration, quand on en parle, c'est une question qui intéresse directement la jeunesse. Et vous, la destination Canada est aujourd'hui une des destinations les plus privilégiées des Sénégalais de ces dernières années, bien sûr. Quelle lecture faites-vous d'abord sur ce phénomène-là qu'est l'immigration clandestine? Je trouve ça d'une grande tristesse. Et je suis d'autant plus choquée de voir que le nouveau gouvernement, après 6 mois, a daigné hier à Hambourg donner une conférence et parler de ce phénomène qui est de plus en plus grand. Pourquoi n'ont-ils pas rien dit avant? Des milliers de personnes meurent avalées par la mer et c'est épouvantable. Les mamans perdent leurs fils, on ne dit rien. Il y a un problème, je pense, de société, sociale. Pourquoi les jeunes veulent-ils à ce point partir? Ce n'est pas une question de pauvreté ou de manque de travail, c'est beaucoup plus profond que ça, Ibrahima. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Occident ou bien l'Europe ou les États-Unis, l'Amérique du Nord dont vous faites partie, constitue toujours un mirage pour beaucoup de jeunes Africains? Je vous dirais que le rêve américain, pour tous, c'est terminé maintenant. Le bateau est passé, ça n'existe plus. Le Klondike, les pépites d'or, c'est terminé. Et surtout, la plupart des gens partent pour l'Amérique, les États-Unis qu'on appelle. Et malheureusement, il va y avoir les élections en novembre avec le président. Probablement, on dit tous que c'est Donald Trump qui va rentrer. Et l'immigration, ce n'est pas son dada. Alors là, on voit beaucoup de personnes sénégalaises qui vont là-bas, clandestinement, sans papier. Ils ne parlent pas la langue et ils trouvent que des travails de délivrer des repas. Ils se font arnaquer parce qu'on loue des chambres à 2000 $ américains. Ils sont 4 ou 5 à vivre dans la même chambre. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils espèrent trouver. Parce que des gens qui sont là-bas sont revenus au Sénégal et ils les préviennent que ce n'est pas facile. Mais quand même, ils veulent prendre la mer. Qu'est-ce qui les incite si fortement à quitter le pays? Est-ce que ce ne sont pas des conditions sociologiques que vous ne maîtrisez pas aussi? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui également, des contre-exemples bien sûr, des Sénégalais qui se sont immigrés, qui sont installés soit en Amérique ou bien en Europe, mais qui s'en sortent aujourd'hui bien. Ils sont très peu, je vous dirais très peu. Et pour les Sénégalais, vous êtes un peuple très serré, tricoté, très serré, à la proximité. Vous êtes un peuple de famille, très près. Alors les gens qui partent, je vous donnais l'exemple d'un gars qui est parti, diplômé, étudié, il a étudié à New York et il devait avoir 2 emplois pour arriver à payer son loyer. Il est rentré au Sénégal parce qu'il n'arrivait pas et le fait d'être éloigné de sa famille mine aussi la personne. Hein, on peut sortir un gars du Sénégal, mais on ne sort pas le Sénégal du Sénégalais à l'extérieur. Et je trouve que pour le peuple sénégalais, d'autres ethnies, je pense aux Haïtiens, vont peut-être avoir plus de facilité à s'adapter. Mais là encore, combien de Sénégalais parlent anglais? Et pour le Canada, maintenant, c'est plus difficile. Mais moi, si vous voulez absolument quitter le Sénégal et aller, faites l'immigration régulière. Attendez vos papiers, faites un passeport, rentrez légalement. Mais aujourd'hui aussi, cette entrée légale, cette immigration régulière dont vous faites allusion, est-ce qu'elle n'est pas aussi entamée, bloquée
par surtout des questions diplomatiques, notamment avec l'obtention des visas qui sont devenus très c'est strictes. difficile. C'est très difficile, des conditions qui sont mises pour l'obtention des visas. Les jeunes, ils déposent de par-ci et de par-là des 100 000 francs qu'ils ne pourront plus percevoir, même en cas de rejet de l'ambassade. Est-ce que ce ne sont pas ces questions-là, justement, également Ça, qui je ne favorisent pourrais cela? pas vous dire. Moi, je sais que quand je vais à l'aéroport ou que je vais quelque part, comme je suis québécois, je viens du Canada, ayant mon passeport, tout le monde me dit « Ah, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Je ne travaille pas pour l'immigration, je voudrais bien aider, mais il faut passer vraiment par les règles. Pourquoi c'est si difficile? Je pense qu'on fait un choix aussi. Au Québec, on a pris énormément d'immigrants qui sont rentrés. Maintenant, il y a un quota. Et la règle première est de savoir parler la langue. Parce que le Québec est la seule province au Canada où nous parlons français. Et nous voulons garder notre langue. Donc, on demande aux immigrants qui viennent, la moindre des choses, de parler. Auparavant, il y avait une insertion. Pendant 3 mois, on les formait à parler français. Maintenant, c'est terminé. Ça. On veut qu'ils sachent parler français avant d'arriver. C'est très long. Mais je pense que, pas juste pour le Canada, j'ai un ami là au marché que son fils veut aller étudier en Italie. Il a eu 3 refus. Parce qu'il ne parlait pas la langue. Non, en Italie, on ne sait pas pourquoi. Il a fait application et on a refusé de lui donner un visa. Je disais que est-ce que les États ne devraient pas s'entendre, par exemple, sur des questions par rapport à l'obtention des visas qui pouvaient être une alternative pour lutter contre l'immigration irrégulière? Oui, peut-être que ça aiderait et qu'il y aurait plus de facilité à rentrer avec l'immigration qui ne serait pas clandestine. Ce serait plus facile pour les Sénégalais ou une autre ethnie. Mais vous savez, c'est difficile. On a aussi des problèmes. Dans chaque pays, on a des problèmes. Hier, j'ai quelqu'un qui devait donner une conférence ce soir sur justement l'immigration clandestine. Et lui disait que tous les pays, l'Occident, en Espagne, partout l'Europe, doivent aider les pays africains pour qu'il y ait moins d'immigrants qui partent. Mais je ne crois pas que la solution soit là. Il faut dépendre de vous-même. Si on dépend toujours de quelqu'un, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et je suis surprise de voir, contente de voir que le président a pris conscience. Mais il a dit qu'il donnerait du travail aux jeunes. On va venir sur cette question-là, d'accord, on va y revenir. Parlons de ces relations internationales entre l'Afrique et le reste du monde. Le président Bassirou Diomaye Faye était en Chine dans la semaine, en tout cas la semaine dernière. Ouais. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous suggérez, sinon qu'est-ce que vous pensez des relations africo-chinois, sinon contre le reste ou du n'importe monde, quel pays. Je veux dire que on a tous besoin de quelque chose. Mais personne ne donne rien pour rien. La Chine ne va pas vous donner quelque chose pour vos beaux yeux, Ibrahima. Ni les Russes non plus. On critique beaucoup la France, mais je pense que si on peut faire des alliances, gagnant-gagnant, autant gagnant pour vous, autant gagnant pour l'autre pays, c'est à voir. Et quand on habite une maison de verre, on ne lance pas des pierres à autrui. Je vois souvent Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui passe son temps à insulter, qui ne veut pas avoir personne à ce côté. Il critique les institutions, il critique les autres pays, il critique la France, mais il invite Mélenchon, pendant que son président est à Paris avec Macron. Alors, c'est comme 2 poids 2 mesures. Un veut peut-être réconcilier les choses et l'autre met de l'huile sur le feu, je dirais. D'accord. Alors, sur des questions politiques, on va en parler, bien sûr. Surtout par rapport au drame qui a quand même rendu triste toute la nation sénégalaise. C'est le chavirement d'une pirogue d'immigrants. À son bord, on parle de 200 personnes, qui n'est pas encore des chiffres qui ne sont pas encore confirmés. Ouais. Également, des chiffres circulent un peu partout par rapport aux corps qui sont repêchés et tout. Mais quand même, le président de la République a tenu à s'y rendre personnellement et à tenir également un discours que je vais en tout cas mettre sur 2 axes. Premièrement, c'est pour la dissuasion. En tout cas, il dit que les gens doivent se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Et ensuite, que toute personne qui a vu une personne, un candidat à l'immigration clandestine, qu'il soit dénoncé. Et ensuite, qu'il a promis du travail à la jeunesse sénégalaise. Bon. Et quelle est la lecture que vous faites? Ma lecture que j'en fais, je pense que il n'avait pas le choix de faire une conférence là, parce qu'il y avait trop de personnes qui arrivaient sur les rives. Et puis, on en parlait partout. Même hier, avec les gens que j'ai rencontrés, on disait, mais c'est épouvantable. Le nouveau gouvernement, il est là depuis 6 mois. Personne n'a osé dire un mot sur tous les gens qui mouraient. Et pourtant, le président Diomaye Faye a dit, lors
lorsqu'il a été élu président. De son investiture. Oui, c'est ça. Il a dit qu'il n'oublierait jamais ce qu'il a coûté à la jeunesse pour être là. C'est la seule fois qu'il en a parlé. Je ne l'ai jamais vu parler autrement de tout ça. Maintenant, il va trouver du travail. Mais on doit être patient. Patient, patient, patient. Et dénoncer. Ça me titille un peu. Je vais vous dire pourquoi. C'est la deuxième fois qu'on met un numéro où on demande aux Sénégalais d'être délateurs. D'être délateur, c'est-à-dire? C'est-à-dire de dénoncer les gens. On l'a fait pour les denrées alimentaires. Si vous allez dans des boutiques et que les gens ne respectent pas le prix que le gouvernement avait mis après la Tabaski, un numéro, vous téléphonez et vous dénoncez les personnes. Maintenant, un numéro vert pour dénoncer les convoyeurs. Il dit que les gens leur proposent leur rêve. Proposent rien, ces gens-là proposent le transport. Est-ce que ce n'est pas un engagement citoyen également que le président veut instaurer quand ils ont mis un numéro vert pour dénoncer certaines dérives? Ah oui, comme les femmes battues, on met un numéro aussi pour dénoncer leur mari. A... Quelque chose comme ça, les enfants qui sont maltraités. D'accord, mais je ne trouve pas que ce soit la solution. Vous savez, il y a des pirogues qui sont construites spécialement pour partir clandestinement. Qu'on arrête le travail de ces pirogues-là. C'est là qu'il faut aller, à la source. Pas besoin d'être délateur ou dénoncer. Bon, d'accord, ça peut aider. Là, il a dit que pour montrer qu'un travail était fait, que depuis un mois, il avait interpellé 680 personnes n'étaient pas parties parce que les policiers et tout ça avaient su que ces gens-là devaient prendre la mer. Mais c'est triste tout ça. Moi, j'aime le Sénégal. Je tiens à cœur, c'est mon pays d'adoption. Et quand je vois ça, c'est d'une tristesse. Il a parlé aussi de la pression que les parents mettaient sur les jeunes. Oui. C'est vrai, parce que ces personnes-là pensent aussi qu'ils vont ramener de l'argent. Et la pression que ces jeunes-là ont quand ils arrivent à l'extérieur, ils veulent trouver un travail, ils savent que les gens là-bas attendent d'avoir une somme d'argent, et c'est épouvantable pour eux. S'ils veulent revenir, ils y pensent à deux fois parce que c'est un échec, et qu'est-ce que les parents, ils n'auront pas l'argent pour leur donner. Il y a un énorme problème. Moi, je dis toujours, il ne fait pas beau au Sénégal. Il ne fait pas beau au Sénégal pour les questions politiques, pour les questions de travail, pour les questions... Je pense qu'on parle que tout le monde profite de tout le monde, mais je pense que vos frères et les patrons ici, les employeurs, traitent ces employés comme des esclaves. Si on peut développer, mais on va y revenir. On va y revenir. C'est des questions. On va y pas à pas, point à point. Alors, la politique également, on en parle. Vous suivez l'actualité sénégalaise depuis 2021, notamment avec un peu plus même derrière, surtout les événements qui ont suivi l'accusation de viol de l'ancien opposant Ousmane Sonko, devenu aujourd'hui Premier ministre, par la dame Adji Sarr. 3 ans plus tard, Ousmane Sonko accède au pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye. Quelle lecture, d'une manière générale, vous faites de cette situation? Je dirais que depuis 2021 à 2024, il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des personnes gravement blessées, des saccages de magasins, des gens qui ont perdu leur emploi, qui étaient leur gagne-pain, qui ne le retrouveront jamais. J'étais au verdict d'Ousmane Sonko. Il y avait plus de robes noires que de personnes dans le public. Et les personnes qui étaient pour Ousmane Sonko, dès que le verdict est tombé, on est sorti de là-bas, on a mis le feu, on a tout saccagé. C'est se tirer un boulet dans le pied. Des magasins ont été pillés. Je suis revenue 5 mois après, rien n'était ouvert. Le lendemain de ce saccage, les gens avaient peur d'ouvrir. Les gens restaient à la maison, avaient une crainte épouvantable. Et c'est un coup quand même assez violent contre le développement. Oui, mais moi j'en veux. On dit toujours que tout le monde en veut à Macky Sall, le tienne responsable de tous ces morts qui étaient là. Mais moi, la lecture que j'en fais à l'extérieur, et quand je ne suis pas ici comme touriste, je viens sur le terrain, je parle aux gens, je suis là. Et quand je vois ça, quand j'ai vu Ousmane Sonko, ces rassemblements, et qu'à tous les jeunes, qu'il a parlé de Mortal Kombat, qu'il les incitait à se battre, ben, il a une part de responsabilité. Je regrette. Je sais qu'on ne peut pas parler. Vous pensez donc que tous ces morts-là et toutes ces il y a une part de responsabilité économiques qui ont été commises, le président Sall seulement n'était pas le seul. Le je comprends que lorsqu'il a un rassemblement est interdit, il y a des manifestations. C'est pas drôle pour les policiers non plus. On voit à Paris, on voit partout, ils se font massacrer. Alors, ils doivent envoyer des gens et mettre un stop. On dit qu'ils ont tiré à boulet portant sur les gens qui sont décédés. Mais pourquoi Ousmane Sonko n'a pas tempéré? À ce moment-là, il parlait de violence, de haine et de tout. Maintenant, quand il a remis le bac, dernièrement, son discours a changé.
il ne faut pas de violence, il faut l'éducation à la maison. Et tant mieux s'il a changé. Oui. Tant mieux. Et vous savez, on a dit... N'était-il pas dans son rôle d'opposant aussi parce que c'était son seul moyen de survie politique? Bah, il aurait dit, je trouve que c'est un moyen bas, c'est aller en bas de la ceinture. Agir comme ça, prendre des jeunes et les sauver. Je reçois des messages de jeunes qui me disent, Madame de Broca, on a voté pour Sonko parce qu'on avait confiance. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il arrive. Et si jamais il ne fait pas ce qu'il a dit, parce que où il est son projet? Vous êtes au courant du projet, vous? Vous avez entendu parler du projet? Est-ce qu'il existe, le projet? Et ces jeunes-là me disent, si jamais il ne fait pas ça, on va perdre confiance, on n'aura plus jamais confiance à personne. Et c'est important de perdre la confiance en quelqu'un. Et honnêtement, il n'est peut-être pas trop tard, mais je pense que cette jeunesse est sacrifiée. On va la perdre, cette jeunesse. Il y a beaucoup de haine, de violence. Les gens mais on ne peut pas, quand cette jeunesse-là, vous dites qu'elle est sacrifiée, pour reprendre vos mots bien sûr, on ne peut pas mettre toute cette responsabilité sur le dos de Ousmane Sonko ou bien du régime actuel. Est-ce que ce n'est pas une suite chronologique de faits qui ont quand même marqué l'histoire du Sénégal depuis les indépendances à nos jours? Il y a des régimes qui se sont succédés, mais est-ce que le quotidien, est-ce que les conditions de vie des jeunes avaient été aussi reluisantes que celles d'aujourd'hui? Ibrahim Alioussouf, journaliste, vous parlez comme tous les gens lorsqu'on parle d'Ousmane Sonko. Moi, j'ai fait des émissions. Et aussitôt qu'on parlait de Sonko, on ne peut pas rien dire parce qu'il est le Messie, le sauveur des jeunes. Et je comprends. C'était leur seul espoir. C'était, vous parlez au passé? Oui, parce que beaucoup de gens ont quand même changé. Ils ne le disent pas. Quand je suis débarquée à l'aéroport, ma première impression, un agent de sécurité était là. Pendant que j'attendais le taxi, je demandais: que pensez-vous de votre gouvernement présentement? Ah, merveilleux. Ils nous ont débarrassés des brebis galeuses. Quelles brebis galeuses? Et les autres, bah, c'est encore court. C'est vrai que 6 mois sur 5 ans, on peut garder l'espoir. Est-il facile de faire être aussi acerbe, de proférer des critiques aussi Mais je pense que je ne suis pas la seule. Oui, je parle d'une manière générale, c'est à vous que je m'entretiens aujourd'hui. Est-ce qu'en 6 mois, proférer des critiques aussi acerbes contre un régime n'est pas quand même allé de trop? Pour commencer, ce sont 2 personnes qui n'ont aucune expérience. Si on passe de Diouf à Senghor, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, ces gens-là, Abdoulaye Wade a fait 26 ans de politique avant d'être président. Ils avaient une certaine expérience. Je ne dis pas que ces gens-là ne peuvent pas réussir. Je le souhaite de tout cœur pour les Sénégalais qu'ils arrivent à faire quelque chose. Mais quand je vois Ousmane Sonko insulter tout le monde, aucun respect pour les institutions, est-ce que c'est cette manière de faire? Vous appelez quoi insulter tout le monde, madame? Est-ce que vous écoutez quand il parle? Ben, je vous pose la question, ou qu'est-ce que vous appelez il critique tous les gens. Il n'a aucun respect pour les institutions. Est-ce qu'il a donné sa DPG? La déclaration de politique générale. Oui, qui doit se faire demain, entre autres. Alors, si on dit que Sonko moi Diomaye et Diomaye moi Sonko, en principe, Sonko devrait la faire, cette déclaration, parce que le président, ça va mal tourner pour lui, sa parole, il n'aura pas à garder sa parole. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Ils ont le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça peut se faire au même moment qu'on se parle. Oui. On s'attend à ça. Vous me dites que je suis acerbe. Tout le monde en parle, tous les journalistes le disent. Depuis. Et vous n'avez même pas attendu les 100 jours, parce que c'est partout pareil. Hein. Lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, on donne 100 jours. Pourquoi? C'est comme ça un peu partout. Après 2 semaines, tout le monde s'attendait à un miracle. Mais quand on prend la gouvernance d'un pays, ce n'est pas des magiciens. On rentre à l'intérieur, il faut voir. Ces gens-là n'ont pas d'expérience, peut-être que c'est plus difficile pour eux. Ils parlent d'avoir laissé une caisse vide, pas d'argent, que Macky Sall est parti avec tout l'argent. Abdoulaye Wade a dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses. L'argent, elle est mise dans le budget. Et là, ici, mois de septembre, c'est la première fois au Sénégal qu'ils n'ont pas pu remettre un paiement. Et si ça ne se fait pas au mois de décembre, qu'est-ce qui va arriver? Et si ce n'est pas fait en 2025, c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. Je ne parle pas à travers mon chapeau. Je lis les choses, je parle aux gens. Hier, j'étais au marché et la dame me disait, on peine à faire des affaires. Je peine à payer la cantine. Et vous savez, madame, ici, les gens ne mangent pas à leur faim. Elle craint, qu'elle me disait, pour une famine. Quand les élections, je termine là-dessus, je vous donne la parole. Oui. Quand il y a eu les élections, le lendemain, j'ai reçu des appels, tout le monde disait, ah, enfin, il y a quelque chose qui a été décidé, le Sénégal est paisible maintenant, on est en paix, il est temps d'arrêter de parler et de passer au travail. Mais quelques jours avant la Tabaski,
la donne a changé. Les gens disaient au Sénégal, il n'y a pas d'argent, on ne fait rien. Et ce qui m'a fait mal au ventre, c'est que le gouvernement a décidé de baisser les prix des denrées 4 jours après la Tabaski. Alors qu'on sait que la Tabaski ici au Sénégal, c'est la fête la plus grande. Oui, mais quand même, ça a été baissé. Mieux vaut tard que jamais. De toute façon, ça a été fait. On va, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Madame Francine de Broca et les journalistes canadiennes. Aujourd'hui également, on va aborder avec elle des questions relatives. J'aimerais parler de la presse, si vous permettez. C'est le point qui suit, bien sûr. On va parler du journalisme parce que les journalistes également, la situation des journalistes, les maisons de presse aujourd'hui au Sénégal, en tout cas, vivent des jours très sombres, avec surtout depuis l'instauration du nouveau régime, avec des redressements le redressement fiscal qui est en train de s'abattre sur les têtes de beaucoup de patrons de presse, mais également, il n'y a pas que les patrons de presse qui souffrent. Les employés dans les maisons de presse également souffrent énormément. Est-ce que le journalisme que vous connaissez, qui se fait au Canada, comparé au journalisme qui se fait au Sénégal, il y a une grande différence? Le Québec est presque aussi grand que le Sénégal. Nous avons 2 quotidiens, Le Devoir et la Presse, et maintenant ils ne sont même plus imprimés, ils sont digitales. Et ici, il y a trop de journaux. Il n'y a que 2 presses au Québec. Il y a les françaises, je parle francophone. Il y a des journaux qui sont anglophones, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones parmi nous. Mais il y a trop de journaux ici. Et on ne peut pas vendre des journaux à 100 francs, 200 francs et faire des affaires. Ça ne paye même pas l'encre des journaux. Et on parle de la presse aussi digitale, électronique. Et tout le monde dit mieux, on fait des grands titres, on change le point-virgule, la place, c'est la même actualité partout. Moi, j'aimerais pouvoir lire des articles qui vont à fond et avoir un suivi aussi. Vous parlez des gens qui profitent. On paie les journalistes rien. Comme fait, c'est les News Premium. Pour passer de la publicité, bien sûr. Mais je dirais que je trouve ça dommage, que l'accès à l'information devrait être gratuit. Vous êtes un bon journaliste, Ibrahima Youssou. Il y a une autre personne qui travaille avec vous. On ne peut pas lire vos articles. On lit 10 phrases et si on veut lire le reste, il faut payer 40 000 CFA par année. Mais tout le monde n'a pas cet argent. Le prix de l'investigation aussi, il faut le payer quand même. Oui, mais ça rapporte, ça aide la société à payer ses employés. Oui. Ouais. Mais quand on paye ses employés, et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit partout dans les journaux, ils sont payés en général de 150 000 à 200 000 CFA par mois. On va où avec ça? On paye le BRT 22 000, qu'on a payé Sénélec, Sénéo, qu'on a acheté l'huile, les pommes de terre et le riz. On n'a même pas d'argent pour payer le logement. Alors, il y a vraiment un problème. Et ce n'est pas que la presse. Il y a des patrons. C'est honteux. Ils prennent leurs employés. Le premier mois, on fait un chèque. Le deuxième mois, il y a un problème, l'argent n'est pas rentré, il manque une signature, on ne peut pas faire ça. J'ai vu des amis journalistes qui attendaient cet argent. Et vous savez ce qu'on lui a répondu? Je vais taire le nom parce que je suis quand même une toubabe. Mais il lui a dit, mon frère, comment oses-tu réclamer de l'argent? Et ce journaliste attendait cet argent pour aller rejoindre sa famille, pour payer des cadeaux à ses enfants. Et vous savez, la Tabaski, c'est grand ici. Il n'est pas le seul. Un média cette année, avant la Tabaski. Ils n'ont pas reçu de salaire. Qu'est-ce qu'ils font les patrons? Si vous n'avez pas d'argent pour payer vos employés, fermez les boîtes. Vous pensez qu'il y a beaucoup de boîtes? Il y a trop de journaux, il y a trop d'entreprises. On ne peut pas... Et puis, vous savez, chez nous, ce qu'on fait, quand il y a trop de métiers médecins sur le marché, on arrête. On en prend tant par année et on pèse le pour et le contre. Ici, tout le monde va à l'école des journalistes et tout le monde se bat. Les journalistes qui sont partis d'ici au Sénégal, qui sont allés au Maroc, me disaient ils sont partis parce que le patron disait regarde, ouvre la porte là, tu vois, ils sont 500 à attendre à venir travailler. Alors tu acceptes les conditions ou tu t'en vas. Alors il m'a dit mais au Maroc, vous allez et vous trouvez du travail. Et pourtant, ce sont des gens qui ont la main sur le cœur et qui aiment leur pays. Mais les patrons, ils ont la publicité, la TVA, ils la mettent où? Ils ne déclarent pas. 54% des journalistes ne reçoivent pas un salaire régulièrement. Ces journalistes n'ont même pas de contrat et ceux qui en ont n'ont même pas une copie du contrat. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tant de questions, tant de... Ça me... Oui, on comprend. C'est la journaliste qui parle, qui défend ses confrères et consoeurs journalistes ici au Sénégal. Mais vous ne devez pas endurer ça, vous devez vous respecter. Et je comprends les journalistes, ils attendent. Le deuxième mois, je n'ai pas été payé. Alors ils ont confiance, je vais rester encore un troisième mois parce qu'il va finir pour me payer. Troisième mois arrive, ils n'ont pas d'argent. Et quand ils décident de partir, ils
ne déclarent pas cette personne. Parce que s'ils vont travailler dans un autre journal, ils ne vont pas le prendre. Ils vont dire, bah, si je fais quelque chose, ils vont me réclamer, ils vont parler de moi. Alors, mais ce n'est pas que les patrons de presse. Ce sont des gens, des jeunes qui me disent... C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ici, on dirait qu'il y a un virus. Les gens sont piqués, ils ne payent pas les employés. C'est quoi cette maladie? En tout cas, les nouvelles autorités sont interpellées sur cette question, n'est-ce pas? Et je pense qu'aussi, ils sont en train de faire de quoi avec les redressements et avec tous ces contrôles-là et ces lettres qui sont envoyées un peu partout dans les institutions pour que les gens quand même puissent être en ordre. Parenthèse, oui. Ousmane Sonko veut faire de bourreau un peu partout, d'accord. Mais il oublie qu'il s'est servi de la presse quand il en avait besoin. Il était bien content que les journalistes soient là. Et on dit... Qui paye les chroniqueurs? Parce que des maisons de presse, on prenne pour son cours, on ne peut pas parler contre lui. Vous n'avez pas tous carte blanche. Il y en a qui l'ont. La liberté de la presse sénégalaise, quand même, ne date pas d'aujourd'hui et c'est pas... Elle est rendue en quelle position, Ibrahima? Elle est rendue en quelle position? La liberté de la presse, aujourd'hui, madame, vous êtes là, vous parlez sur le ton que vous voulez et ce n'est pas Ousmane Sonko ou bien quelconque régime qui va remettre cette liberté de la presse-là en question. Ça, c'est un combat de tous les jours qui a été gagné et qui va être continué à être mené aussi par les journalistes. D'accord, Ibrahima. On va parler aussi... c'est ma liberté d'expression et personne ne peut me l'enlever. Bien sûr, c'est ça la liberté d'expression ici au Sénégal aussi. Alors, on va parler aussi d'une question qui quand même intéresserait beaucoup les Sénégalais, c'est surtout par rapport à la société sénégalaise également. C'est des questions qui reviennent par rapport à la légalisation de l'homosexualité et par rapport aussi à la polygamie. Deux questions liées à la fois. Vous avez fait un peu partout, vous avez été dans plusieurs pays. Mon premier reportage a été sur la polygamie. La polygamie. La polygamie telle que ça se fait au Sénégal, qu'est-ce que vous en pensez? C'est votre culture, je ne peux pas juger ça. Oui. Vous êtes la réponse qu'on donne partout. C'est écrit dans l'islam, on a le droit, mais ce n'est pas une obligation. Et puis aujourd'hui, je vous dirais, avec les conditions de vie, qui a les moyens d'avoir 2 ou 3 femmes? Dites-moi, ils ne sont même pas capables de payer pour une. On va payer pour 2 ou 3. Et il y a 3 sujets ici, je vous dirais, qu'on ne peut pas parler. Tabou. L'homosexualité, vous avez vu, hein, quand Mélenchon est venu, ça a fait la une de tous les journaux pendant 2 semaines. Il y a d'autres choses à régler dans le pays. L'éducation, la santé. Vous savez, je vous parais peut-être dur, mais j'ai le Sénégal à cœur. Et j'aime ce pays, c'est mon pays d'adoption. J'ai ma 2e famille. Alors, je défends la cause et je parle parce que j'aime le Sénégal, j'aime les Sénégalais. Je ne suis pas là pour juger ou pour faire quoi que ce soit. Maintenant, la polygamie, c'est comme ça. On ne parle pas d'homosexualité. Ça ne changera jamais contre nature, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Oui. La polygamie, la première fois que j'ai fait mon reportage, je trouvais les femmes, c'était épouvantable. On m'a dit, tu vas voir, il y a des femmes qui sont heureuses. Non, elles trouvent ça injuste. Mais les seules personnes qui peuvent faire quelque chose, c'est elles qui peuvent changer cela. Si elles disent toujours oui, elles ont peur de ne pas trouver époux, de rester célibataires, et c'est très mal vu dans la société ici. Ils ont une pression énorme de se marier. Maintenant, il y a un autre problème, l'excision aussi. Et tout ça. Mais ce sont des questions sociétales quand même qui me titillent, oui, qui me prennent en cœur. Oui, mais que vous ne voulez pas développer davantage. Si, ça ne me gêne pas de le développer. Et quelquefois, quand vous voulez m'entendre le fond de ma pensée, quand je vois quelqu'un qui présente avec une femme de chaque côté, j'ai l'impression que cet homme a 2 trophées de chasse. Vous parlez du président de la République? Non, je ne vais pas nommer de nom. Vous ne me ferez pas nommer de nom. Je regrette. Le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, il y a beaucoup de personnes qui ont 2 femmes. Ibrahima. Oui. Le président a 2 femmes, le Premier ministre a 2 femmes. Et c'est des charges supplémentaires pour l'État finalement? Pour l'État, bien sûr. Parce que c'est l'État qui prend en charge... C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un président qui est polygame au Sénégal, si je me trompe. Tous les autres présidents en étaient monogames. Oui. Ou s'ils étaient polygames, il y en avait juste une en tout cas. C'était comme ça. Et même la primature, c'est la première fois qu'on a un PM polygame aussi. Oui. J'aimerais qu'on parle aussi de l'incivisme ici dans ce pays. Parce qu'il y a souvent, même quand je vais acheter quelque chose, tous les hommes passent devant les femmes. Et moi, ça me répugne. Alors je dis, non monsieur, est-ce que vous êtes aveugle? Vous avez vu, il y a tout le monde devant vous là. Vous faites quoi? Alors les dames me disent, ah, ça ne donnera rien de parler. Mais si on ne parle pas, rien ne va changer. Et les jeunes qui traînent dans la rue, on m'a dit qu'Abdoulaye Wade avait déjà parlé du service militaire pour les jeunes. 2 ans, ça remettrait
quelque chose dans la tête, ils apprennent un métier, ils reçoivent un peu d'argent. Des pays ont instauré le service militaire et ça a changé énormément la donne. On parle du Rwanda. Est-ce qu'il y avait un pays plus dévasté que ça? En Après ça, 1994, oui. oui, après le génocide. Oui, Oui. après le génocide. Et ce pays maintenant, Et passé devant. oui, Beaucoup devant de tout le nations monde. sur le On plan parle du beaucoup de ce président-là, mais il a fait pour son peuple, Ouais. peu importe ce qu'il a fait. Alors, j'espère que le président actuel fera la même chose pour vous. Je l'espère de tout cœur. Mais je veux parler aussi, non pas seulement des journalistes, parler des belles choses, des gens qui font de belles choses au Sénégal. Il y a des exemples Oui. qui ne sont pas promis dans les médias au Sénégal. Vous pensez que les médias sénégalais ne promeuvent que On ne parle que de faits divers parce que c'est ce qui fait vendre. Arrêtez le mal extra-conjugal, le monsieur a dit ci, la cousine a dit ça, elle a été violée. Vous suscitez, vous êtes, comment vous dites, le quatrième pouvoir, le troisième pouvoir? le quatrième pouvoir. Oui, alors vous avez de l'influence. Parlez des choses constructives. Parlez de ça. C'est important. Il y a des gens, des savants, de la littérature, des belles choses. Là, on parle de tout. Parce que ça fait vendre. Oui. Ça fait vendre les journaux, les grosses lignes. Il y a... ça chauffe sur le plateau aujourd'hui. On y va. On rouvre une télévision web. On met l'animatrice, très jolie, tout ça. Elle nous lit l'actualité sur son iPhone. Je n'ai pas besoin de voir ça. Si je veux lire leur iPhone, je prendrai mon téléphone et je lirai. C'est pour remplir des cases horaires. Soyez les meilleurs. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Je m'excuse, non, mais je veux dire juste quelque chose qui me tient à cœur. Oui, Non, ce sera aussi le mot de la fin, parce qu'on est arrivé en D'accord. termes de cette émission. Le mot de la fin, vous en profitez pour dire ce que vous avez à dire. Je veux dire qu'il y a une chose qui me tient à cœur au Sénégal. C'est la prière du vendredi. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est unisson à partir du moment où le musulman appelle. Tous ces gens, les chauffeurs descendent de leur voiture, les taximens descendent de leur voiture. On les voit tous devant le mosquée qui est pleine, les tapis déroulants. C'est unisson. Ça me touche énormément. À chaque fois, ça m'émeut. Et je me dis, il devrait y avoir plus de vendredis dans une semaine. Malheureusement, il y a 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et voilà. Merci, merci de m'avoir reçu, Georgiev. Et j'espère qu'on aura le plaisir de débattre à nouveau. Bien sûr. Je vous dis, Babenanion, Inch'Allah. Merci à elle, Francine de Broca, journaliste donc canadienne qui est au Sénégal. On a profité de ses vacances pour l'inviter, également échanger avec elle sur des questions d'actualité puisqu'on sait qu'elle s'intéresse beaucoup à la géopolitique et elle connaît également le Sénégal. Elle a eu avec sa liberté de ton de s'exprimer sur ces questions-là qui aujourd'hui intéressent la société sénégalaise. Mesdames et messieurs, vous également, un grand merci pour votre écoute et votre en tout cas fidélité à cette émission, l'ultime conviction. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. On remercie aussi le cadre, Limodac, comme on dit. Nous sommes ici aujourd'hui dans Limodac, un lycée franchement extraordinaire avec toute cette verdure-là qui aujourd'hui aide les enfants, aide les jeunes à s'intéresser à la botanique, mais également qui les sensibilise par rapport à certaines questions, notamment sur l'immigration et tout, mais qui participe également à la formation. Un lycée d'excellence qui est ici donc au Parcelles Assainies. Merci aux dirigeants de cette école qui nous ont permis en tout cas de tourner cette émission.